Voici les Seychelles. Des plages de granit rose, des lagons turquoises, des hôtels où une seule nuit peut coûter plus de 1000 euros. C'est le paradis absolu de l'imaginaire français, celui que l'on rêve depuis une salle de classe ou un bureau gris à des milliers de kilomètres de là. Et pourtant, presque personne ne sait ce que ces îles sont réellement. Ce ne sont pas des îles au sens où on l'entend d'habitude. Ce sont les seules îles océaniques granitiques du monde entier, des fragments d'un supercontinent disparu, oublié au beau milieu de l'océan Indien, le jour où l'Inde s'est détachée de Madagascar. Un morceau de continent fantôme, dérivant seul depuis des dizaines de millions d'années, porteur de roches vieilles de plus de 750 millions d'années. Un endroit resté vide de toute présence humaine jusqu'en 1770, l'un des tout derniers coins de la planète à avoir été peuplé par l'homme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce même archipel isolé, sans pétrole, sans minerais, sans grandes terres agricoles, est aujourd'hui le pays le plus riche d'Afrique par habitant. Et pourtant, il importe plus de 90% de ce qu'il consomme, son économie entière tenant à deux fils fragiles, le tourisme et le thon, en première ligne face au changement climatique. Alors, comment un fragment de continent oublié au milieu de l'océan est-il devenu à la fois l'un des endroits les plus riches d'Afrique et l'un des paradis les plus fragiles de la Terre ? Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous en commentaire quelle heure il est chez vous en ce moment et depuis quel pays vous nous regardez. Maintenant, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emmener à la découverte de l'histoire géographique et humaine des Seychelles. Un voyage qui commence par un paradis vendu, se poursuit par une vérité géologique vertigineuse, traverse des siècles de peuplement et de bouleversements politiques pour enfin comprendre pourquoi la richesse la plus enviée d'Afrique repose sur des bases si incertaines et si précieuses. Quand on regarde une carte du monde, les Seychelles semblent n'être qu'un minuscule point perdu au milieu du bleu, si petit qu'on pourrait facilement le manquer. Et pourtant, ce point occupe une position bien précise, quelque part entre le 4e et le 10e parallèle sud, à environ 1500 km à l'est des côtes africaines. Depuis Mahé, il faut compter près de 1600 km pour Refrecht le Kenya ou la Tanzanie, plus de 1100 km pour atteindre Madagascar au sud-ouest et près de 2800 km avant de croiser les côtes de l'Inde, loin au nord-est. Entre ces distances, il n'y a rien d'autre que l'océan. Beaucoup confondent encore cet archipel avec d'autres destinations qui lui ressemblent sur le papier. Les Maldives, pourtant, se trouvent en Asie, bien au nord de l'équateur. L'île Maurice, elle, repose beaucoup plus au sud, à proximité du tropique du Capricorne. Les Seychelles, quant à elles, occupent une position presque centrale, un véritable carrefour au cœur de l'océan Indien occidental, à égale distance de tout et de rien à la fois. Ce qui rend cette localisation encore plus étonnante, c'est le contraste entre l'immensité maritime du pays et la modestie de ses terres. 115 îles composent l'archipel, mais leur surface additionnée ne dépasse pas 460 km², à peine plus de 2 fois la taille de Paris intramuros. Pendant ce temps, la zone économique exclusive du pays s'étend sur près de 1,4 million de km². Les frontières des Seychelles ne sont tracées sur aucune carte terrestre. Elles sont exclusivement maritimes, dessinées par des courants et des lignes invisibles au-dessus de l'eau plutôt que par des routes ou des montagnes. C'est avant tout un immense état océanique où la mer représente presque tout et la terre presque rien. Cette réalité fait des Seychelles le plus petit pays d'Afrique, à la fois par sa superficie et par sa population qui ne dépasse pas 120 000 habitants. Et pourtant, le pays siège fièrement au sein de l'Union africaine, bien qu'aucune de ses côtes ne touche réellement le continent auquel il appartient administrativement. Une nation africaine qui flotte seule, à des centaines de kilomètres du continent qui porte son nom.
Mais l'archipel lui-même n'est pas uniforme. Il se divise en deux mondes profondément différents. D'un côté, les îles intérieures, granitiques, posées sur un vaste plateau sous-marin appelé le banc des Seychelles, qui cavre à lui seul près de 31 000 km². De l'autre, dispersées parfois à plus de 1000 km de distance, les îles extérieures, plates, coralliennes, presque invisibles à la surface de l'eau. D'un côté, des montagnes verdoyantes qui plongent dans des criques de granit. De l'autre, des atolls silencieux, cernés de lagons turquoises à perte de vue. Deux visages d'un même pays, séparés par des centaines de kilomètres d'océan. Mais cette isolation, aussi belle soit-elle, n'a jamais été gratuite. Car chaque avantage que la mer a offert à cet archipel est venu accompagné d'un prix à payer. Et pour comprendre cette dette, il faut d'abord remonter bien plus loin encore, non pas dans l'histoire humaine, mais dans celle bien plus ancienne de la roche elle-même. Sous les eaux turquoises qui entourent Mahé, Praslin et la digue, se cache une anomalie géologique presque unique sur Terre. La plupart des îles au milieu des océans naissent du feu, de volcans qui percent le fond marin et s'élèvent lentement vers la surface. C'est le cas de la Réunion, tout près d'ici. C'est le cas de Maurice, sa voisine. Mais les Seychelles, elles, ne sont nées d'aucune éruption. Elles ne sont pas sorties du feu de la Terre, elles en sont un morceau resté à la dérive. Il y a environ 65 à 75 millions d'années, le supercontinent Gondwana, ce gigantesque assemblage de terres qui réunissait autrefois l'Afrique, Madagascar, l'Inde et l'Antarctique, a commencé à se fracturer. La plaque indienne s'est détachée de l'Afrique et de Madagascar, entamant une lente dérive vers le nord qui allait, des millions d'années plus tard, provoquer la naissance de l'Himalaya. Mais au cours de cette séparation, un fragment de croûte continentale est resté en arrière, comme oublié au milieu de l'océan naissant. Ce fragment porte aujourd'hui un nom, le plateau des Seychelles. Et sur ce plateau reposent les seules îles océaniques granitiques connues sur toute la planète. Ce ne sont donc pas des îles à proprement parler, ce sont des morceaux de continents, littéralement échoués au milieu de l'océan Indien, dérivant seuls depuis des dizaines de millions d'années. Et la roche qui les compose en porte la preuve la plus spectaculaire. Le granit qui forme les îles intérieures est âgé de près de 750 millions d'années, ce qui en fait l'un des socles rocheux les plus anciens jamais retrouvés au milieu d'un océan. Un âge si vertigineux qu'il précède de plusieurs centaines de millions d'années l'apparition des premiers dinosaures sur Terre. C'est cette roche ancienne, sculptée patiemment par le vent, la pluie et le sel pendant des centaines de millions d'années, qui a donné naissance au paysage devenu aujourd'hui l'image même des Seychelles. Ces immenses blocs de granit lisses et arrondis, posés comme par magie sur le sable blanc des plages, ne sont pas de simples rochers décoratifs. Ce sont des fragments de continents, polis par le temps, les seuls de leur genre à émerger ainsi au milieu d'un océan. Sur Mahé, la plus grande de ces îles, cette origine continentale se traduit par un relief que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans une île tropicale de cette taille. Le morne séchellois s'élève à 905 mètres d'altitude, alors que l'île elle-même ne mesure que 27 km de long. Des forêts tropicales denses dévalent des sommets vers des criques bordées de granit, créant un paysage presque montagnard en plein cœur de l'océan Indien. Mais à quelques centaines de kilomètres de ce socle ancien, un tout autre monde attend. Les îles extérieures, elles, n'ont rien de continental. Ce sont des atolls coralliens classiques et des plateformes calcaires soulevées, bien plus jeunes, bien plus plates, façonnées non pas par la dérive des continents, mais par l'accumulation patiente de squelettes de corail. Aldabra, le plus célèbre d'entre eux, est aujourd'hui le deuxième plus grand atoll corallien du monde, un site classé au patrimoine mondial de l'humanité. Deux géologies, deux histoires, deux vitesses de formation, cohabitant sous un seul et même drapeau. D'un côté, un fragment de continent vieux de 750 millions d'années. De l'autre, du corail encore jeune à l'échelle géologique. Et c'est précisément cette combinaison rarissime, cet isolement extrême prolongé pendant des dizaines de millions d'années, qui a transformé cet archipel
en un véritable laboratoire vivant de l'évolution. Un sanctuaire où la nature a pu inventer, sans témoin, certaines des créatures les plus singulières de la planète. Séparé du reste du monde pendant des dizaines de millions d'années, cet archipel a suivi son propre chemin évolutif, loin de toute influence extérieure, loin de tout prédateur venu d'ailleurs. Le résultat est un ensemble d'espèces et de paysages que l'on ne retrouve nulle part ailleurs sur Terre. Sur les îles de Pralin et de Curieuse, et uniquement là, pousse le coco de mer, un palmier qui produit la plus grosse graine du monde végétal, pouvant peser jusqu'à 25 kg. À l'intérieur de la vallée de Mai, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'étend une forêt de palmiers pratiquement inchangée depuis la préhistoire. Un lieu si étrange et si dense que le général britannique Gordon, en visite en 1881, la déclara être le jardin d'Éden originel, celui-là même décrit dans les textes sacrés. Plus au sud, sur l'atoll isolé d'Aldabra, vit la plus grande population de tortues géantes de la planète, environ 100 000 individus, un nombre qui rivalise avec celui des Galapagos. C'est la seule population de tortues géantes de tout l'océan Indien, protégée par des centaines de kilomètres d'eau qui l'ont tenue à l'écart de toute intervention humaine majeure pendant des siècles. Dans les airs, 13 espèces d'oiseaux endémiques survivent uniquement ici, dont la fauvette des Seychelles, un oiseau ramené du bord de l'extinction alors qu'il ne restait qu'une poignée d'individus sur une seule île. Sous l'eau, plus de 1000 espèces de poissons évoluent parmi des récifs coralliens préservés, aux côtés de tortues imbriquées qui reviennent chaque année pondre sur les mêmes plages que leurs ancêtres. Face à cette richesse, les Seychelles ont fait un choix rare. Près de la moitié du territoire national est aujourd'hui placé sous protection environnementale, l'une des proportions les plus élevées de la planète. En 2020, le pays est allé plus loin encore, en classant plus de 400 000 km² d'océan comme aire marine protégée, une surface presque 1000 fois supérieure à celle de ces terres émergées. Ce sanctuaire doit aussi beaucoup à sa position géographique. Situé si près de l'équateur, autour du 4e degré de latitude sud, l'archipel se trouve en dehors de la ceinture des cyclones. La force qui permet aux tempêtes tropicales de se former et d'entrer en rotation, la force de Coriolis, y est presque nulle. Là où la Réunion, Maurice ou Madagascar subissent régulièrement des tempêtes violentes, les Seychelles restent épargnées, bercées par un climat tropical stable, entre 24 et 32 degrés toute l'année, rythmé par deux moussons, l'une plus humide de novembre à mars, l'autre plus sèche de mai à septembre. Dans un tel endroit, la beauté ne se mesure pas à la taille du territoire, mais à la patience avec laquelle la nature a pu, pendant des millions d'années, façonner sans témoin des formes de vie uniques au monde. Mais un jour, ce silence a pris fin. Après des dizaines de millions d'années d'isolement absolu, sans le moindre être humain pour poser le pied sur ces rivages, quelque chose a changé. Des voiles sont apparus à l'horizon, portés par des vents venus de loin. Et ce jardin resté intact allait bientôt devenir le théâtre d'une toute autre histoire, celle, bien plus récente et bien plus violente, du peuplement humain. Pendant que l'Europe construisait déjà ses cathédrales, que la Chine imprimait ses premiers livres, et que des empires s'élevaient et s'effondraient sur presque tous les autres continents, les Seychelles, elles, restaient vides. Aucun peuple n'y avait jamais posé racine. C'est l'une des toutes dernières régions du globe à avoir accueilli une présence humaine durable. Des marins arabes seraient passés par ces eaux dès le haut Moyen-Âge, laissant derrière eux quelques traces vagues, sans jamais s'y installer. En 1502, Vasco de Gama aperçoit les Amirantes lors de son second voyage vers les Indes. Sur les premières cartes portugaises, l'archipel porte le nom de Tres Irmãos, les trois frères. En 1609, des marins anglais de la Compagnie britannique des Indes orientales débarquent à leur tour sur les îles du groupe de Mahé. Mais là encore, aucune colonie ne voit le jour. Il faudra attendre encore 150 ans avant qu'un changement réel ne survienne. En 1742, le Français Lazare Picot mène une expédition mandatée par le vicomte Mahé de la Bourdonnais,
qui donnera son nom à l'île principale de l'archipel. 12 ans plus tard, en 1756, la France prend officiellement possession des lieux, matérialisés par l'installation d'une pierre de possession. Les îles sont baptisées en l'honneur de Jean Moreau de Seychelles, ministre des Finances de Louis XV. Mais la prise de possession reste largement symbolique. Ce n'est qu'en 1770 que les premiers colons débarquent réellement sur la petite île de Sainte-Anne, face à Mahé. 2 ans plus tard, une garnison française s'installe sur Mahé elle-même. Ces nouveaux arrivants ne sont pas de riches aristocrates en quête d'aventure. Ce sont des colons appauvris venus de l'Île-de-France, l'actuelle Maurice, et de la Réunion, accompagnés d'esclaves africains et malgaches arrachés à leurs terres. C'est ainsi que débute véritablement le peuplement de l'un des derniers coins vierges de la planète. Ce moment marque aussi le début d'une transformation brutale de ce sanctuaire naturel. Les colons développent des plantations de coton, de canne à sucre, de riz et de maïs, faisant reposer toute cette économie naissante sur le travail forcé. Le paradis épargné pendant des millions d'années commence à payer le prix de sa découverte. Entre 1784 et 1789 seulement, plus de 13 000 tortues terrestres sont capturées et vendues, un massacre qui menace directement l'équilibre que la nature avait mis des siècles à construire. De ce chapitre douloureux naît pourtant l'identité si particulière que l'on retrouve aujourd'hui aux Seychelles. En 1814, à l'issue de la guerre franco-britannique, les îles passent sous contrôle britannique, administré depuis Maurice. L'esclavage y est finalement aboli en 1835. Victoria devient la capitale, nommée en l'honneur de la reine britannique. Et pourtant, malgré des décennies de domination britannique, quelque chose du passé français n'a jamais disparu. C'est là tout le paradoxe de cet archipel. Une ancienne colonie britannique où l'on parle aujourd'hui créole et français bien plus naturellement que l'anglais dans la vie quotidienne. L'héritage colonial français a survécu à travers les noms de famille, les noms de lieux et surtout à travers le créole séchellois, une langue née du français mais enrichie d'influences africaines et malgaches portées par ceux qui avaient tout perdu en arrivant ici. Français, britanniques, africains, plus tard indiens et chinois, tous se sont mêlés sur ce fragment de continent isolé, façonnant une identité métissée et singulière. Une identité qui, à peine 2 siècles plus tard, allait devoir affronter son propre chapitre de bouleversement, non plus imposé de l'extérieur, mais né de l'intérieur même de cette jeune nation. Après 2 siècles passés sous domination coloniale française puis britannique, les Seychelles franchissent enfin, le 29 juin 1976, le seuil de l'indépendance. Le pays reste toutefois membre du Commonwealth, un lien symbolique conservé avec son ancienne puissance tutélaire. Pour ce jeune archipel, à peine sorti de siècles de dépendance, l'avenir semble enfin s'ouvrir librement. Mais cette liberté nouvelle ne dure qu'1 an. En 1977, le Premier ministre France-Albert René organise un coup d'État contre le tout premier président du pays. En quelques mois seulement, l'archipel bascule dans une réalité bien différente de celle promise par l'indépendance. Un État socialiste à parti unique s'installe, et pendant près de 15 ans, cette période se caractérise par une instabilité profonde, marquée par la présence de troupes tanzaniennes appelées en renfort et par des épisodes impliquant des mercenaires étrangers, autant de signes que ce petit archipel, si isolé physiquement, restait pourtant vulnérable aux tempêtes politiques venues de bien plus loin. Il faudra attendre 1993 pour qu'un changement profond s'amorce enfin. Une nouvelle constitution est adoptée, ouvrant la voie à la toute première élection présidentielle multipartite de l'histoire du pays. René reste au pouvoir plusieurs années encore, avant de démissionner en 2004. Son vice-président, James Michel, lui succède, remporte plusieurs mandats successifs avant de céder à son tour la présidence à Danny Faure en 2016. Puis, en 2020, un événement historique survient. Pour la toute première fois depuis l'indépendance, un candidat de l'opposition, Wavel Ramkalawan, remporte l'élection présidentielle.
Après des décennies de continuité politique héritée du parti unique, les Seychelles connaissent enfin une véritable alternance démocratique. Cette trajectoire, longtemps hésitante, semble aujourd'hui pleinement assumée. En septembre 2025, un nouveau scrutin réunit à la fois l'élection présidentielle et celle de l'Assemblée nationale. Le chef de l'opposition, Patrick Hermini, du parti Seychelles Unies, arrive en tête avec 48,8% des voix, devançant le président sortant Wavel Ramkalawan, crédité de 46,6%. Aucun des deux candidats ne franchissant la barre des 50%, un second tour est organisé en octobre. Hermini en sort vainqueur et son parti obtient au passage la majorité à l'Assemblée nationale. Le 26 octobre 2025, il devient officiellement chef de l'État et du gouvernement, d'un pays qui, en à peine 50 ans, aura connu l'indépendance, un coup d'État, 15 années de parti unique, puis une démocratie qui apprend, scrutin après scrutin, à se stabiliser. De cette histoire mouvementée émerge une nation qui a su, contre toute attente, traverser ses propres tempêtes internes sans jamais sombrer. Mais une fois cette stabilité politique retrouvée, un tout autre défi attendait déjà les Seychelles, plus discret, plus silencieux, mais tout aussi déterminant pour l'avenir de l'archipel. Car un pays peut survivre à un coup d'État, il doit encore apprendre à survivre à sa propre dépendance économique. Aujourd'hui, si l'on classe les pays africains selon leur richesse par habitant, un résultat surprend presque tout le monde. Ce n'est ni un géant pétrolier, ni une puissance industrielle continentale qui arrive en tête, mais un archipel de moins de 460 km² perdu au milieu de l'océan Indien. Les Seychelles sont aujourd'hui le pays le plus riche d'Afrique par habitant, avec un revenu par habitant qui avoisine les 29 000 à 30 000 $ en parité de pouvoir d'achat, un niveau comparable à celui de certaines économies européennes. Pourtant, rien ne prédestinait cet archipel à un tel destin. Jusqu'en 1971, l'économie repose presque entièrement sur les plantations, un modèle hérité directement de l'époque coloniale. Puis, cette année-là, l'aéroport international ouvre ses portes et tout bascule presque du jour au lendemain. Le tourisme s'impose immédiatement comme une activité bien plus rémunératrice que le travail des champs. Dès 1977, plus de 50 000 touristes visitent l'archipel, alors que la population locale elle-même ne dépasse pas 62 000 habitants. Les touristes deviennent, en quelque sorte, presque aussi nombreux que les habitants du pays qui les accueille. À partir de ce moment, tout change de vitesse. La part de la population active travaillant dans les plantations chute de 33% dans les années 1960 à moins de 3% dès 2006. Un basculement économique complet en à peine une génération. Deux secteurs, et deux seulement, soutiennent aujourd'hui l'essentiel de cette prospérité. Le premier est le tourisme, un tourisme résolument haut de gamme, porté par des hôtels 5 étoiles et une clientèle venue principalement d'Europe. Le second est le thon, car la zone économique exclusive des Seychelles, avec ses 1,4 million de km², est d'une richesse halieutique presque incomparable. On estime qu'environ un quart du thon pêché dans le monde entier provient de ces seules eaux. Ce poisson, à lui seul, fait vivre une part considérable de la population active du pays. Mais la prospérité séchelloise ne se limite pas à ce que l'on voit à la surface de l'eau. Le pays a également développé un secteur financier offshore, discret mais actif, ainsi qu'une gestion budgétaire particulièrement rigoureuse ces dernières années. En 2024, l'État enregistre un excédent primaire de 3,2% du produit intérieur brut, contre 1,7% l'année précédente, porté par une hausse des recettes publiques et une exécution prudente des dépenses. Dans le même temps, la dette publique poursuit sa décrue amorcée depuis plusieurs années, redescendant à environ 60% du PIB, loin des niveaux vertigineux connus lors de la crise de 2008.
Ce que les Seychelles ont finalement bâti ressemble à ce que certains autres micro-États insulaires ont accompli ailleurs dans le monde. Une prospérité qui ne repose pas sur ce que la Terre pourrait offrir sous sa surface, mais sur ce que l'océan, la position géographique et la discipline budgétaire ont permis de construire patiemment, année après année. Un archipel sans pétrole, sans minerais, sans grandes terres agricoles, devenu malgré tout la nation la plus riche par habitant de tout un continent. Une prouesse remarquable, presque impossible à imaginer un demi-siècle plus tôt, lorsque ces mêmes îles ne vivaient encore que de plantations de vanille et de cannelle. Mais toute médaille a son revers, et cette prospérité si enviée, aussi impressionnante soit-elle sur le papier, repose en réalité sur des fondations bien plus étroites, bien plus vulnérables qu'il n'y paraît. Car lorsqu'une économie entière tient sur seulement 2 piliers, la moindre fissure dans l'un d'eux peut suffire à ébranler tout l'édifice. Derrière les chiffres impressionnants de la richesse par habitant se cache une réalité beaucoup plus fragile, presque contradictoire. Car ce paradis, aussi prospère soit-il, importe plus de 90% de tout ce qu'il consomme. La nourriture, le carburant, presque chaque objet du quotidien doit traverser des milliers de kilomètres d'océan avant d'atteindre les étals de Victoria. Cette dépendance quasi totale maintient le coût de la vie à un niveau constamment élevé et pèse lourdement sur la position extérieure du pays, dont le déficit courant atteint aujourd'hui près de 7,9% du produit intérieur brut. Cette vulnérabilité n'a rien de théorique. L'histoire récente des Seychelles en offre des preuves répétées. Lors de la guerre du Golfe, en 1991 et 1992, la fréquentation touristique s'effondre brutalement, entraînant l'économie tout entière dans sa chute. 15 ans plus tard, en 2008, la situation devient encore plus critique. La dette publique grimpe jusqu'à environ 175% du produit intérieur brut, forçant le pays à solliciter un plan de sauvetage du Fonds monétaire international et à laisser flotter librement sa monnaie, dont la valeur s'effondre presque du jour au lendemain. Puis vient 2009, où la récession mondiale se combine à une recrudescence de la piraterie dans l'océan Indien, faisant chuter le PIB de 7,5% en une seule année. À chaque fois, le même scénario se répète. Une économie reposant sur seulement 2 piliers, le tourisme et le thon, vacille au moindre choc venu de l'extérieur, bien au-delà de ses propres frontières. Mais au-delà de ces cycles économiques, une menace plus lente, plus silencieuse, plane désormais sur l'archipel tout entier. Les Seychelles se trouvent en première ligne face au changement climatique. La montée des eaux menace directement les îles extérieures, ces atolls coralliens plats qui ne s'élèvent que de quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Même l'approvisionnement en eau potable reste étroitement dépendant de la collecte des eaux de pluie, un système aussi ingénieux que vulnérable dans un archipel privé de grandes réserves naturelles. Conscientes de cette fragilité, les autorités séchelloises multiplient les initiatives, investissant dans les énergies renouvelables, protégeant leurs côtes et misant sur une stratégie d'économie bleue destinée à diversifier des sources de revenus dangereusement concentrées. Une manière de reconnaître, sans détour, que la richesse actuelle ne suffira pas à elle seule à garantir l'avenir. C'est là toute la contradiction de cet archipel. Le pays le plus riche d'Afrique est pourtant l'un des plus exposés aux caprices du monde extérieur. Une prospérité éclatante bâtie sur un équilibre aussi précieux que précaire. Et malgré cette fragilité, ou peut-être justement à cause d'elle, les Seychellois continuent d'habiter, de protéger et d'aimer ce fragment de continent égaré au milieu de l'océan, avec une conscience aiguë de tout ce qu'ils pourraient perdre. Pour ceux qui sont nés et qui ont grandi ici, les Seychelles ne sont jamais réduites à un simple point sur une carte. C'est un lieu où vivent leurs souvenirs, les montagnes verdoyantes qui plongent vers des criques de granit rose, les eaux turquoises de Victoria, l'une des plus petites capitales du monde, le créole qui se mêle naturellement au français dans chaque conversation et le rythme du moutia, cette danse d'origine africaine qui continue de battre au cœur de l'archipel.
Revenons une dernière fois sur ce paradoxe qui traverse toute cette histoire. Un fragment oublié d'un supercontinent disparu, resté vide d'êtres humains jusqu'à hier à l'échelle du temps géologique, est devenu la nation la plus riche de tout un continent. Et pourtant, ce même endroit demeure l'un des paradis les plus fragiles de la Terre, sa prospérité tenant en équilibre sur 2 fils, menacée par une mer qui continue inlassablement de monter. Peut-être est-ce précisément cela, la véritable leçon des Seychelles. La valeur d'un lieu ne se mesure ni à sa taille, ni à sa richesse, ni même aux ressources qu'il possède, mais à la manière dont ceux qui y vivent choisissent de l'aimer, de le protéger et de rester profondément attachés à lui. C'est pour cette raison que près de la moitié du territoire national reste aujourd'hui préservé plutôt qu'exploité, parce que les Seychellois ont compris que ce qu'ils possèdent vraiment ne se creuse pas, mais se préserve. Notre voyage à travers les Seychelles s'arrête ici. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, à la découverte de ce fragment de continent égaré au milieu de l'océan Indien. Abonnez-vous et continuez à explorer avec nous les endroits les plus extraordinaires de notre planète.